Bon, ben, merci, Madame Roy. Bonsoir à vous tous. Et bon, c'est ça. Bon. C'est ça le titre, Passer la participation citoyenne à la machine. C'est peut-être drastique, mais le titre résume bien une idée essentielle pour nos réflexions d'aujourd'hui et de demain. Parce que le thème, c'est justement la participation citoyenne à l'ère numérique. Bien, c'est pas une question de mode, du style doit-on ou non recourir à Facebook pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Non, ultimement, cette question-là en est une de civilisation. L'informatisation de nos sociétés vient à peine de commencer. Nous n'en sommes qu'au tout début, au début d'une véritable révolution où nos rapports interpersonnels passeront de plus en plus à travers des machines, de même pour nos rapports collectifs, de même pour nos institutions. Et l'un des enjeux de cette révolution-là, c'est l'avenir même de la démocratie, et c'est entre autres à ce que nous demanderons ou non à faire à nos machines qui fera une différence. Là, il faut que je découvre comment ça fonctionne. Parce que c'est ça, j'ai pas eu une... Ah, ça a l'air... Bon. C'est ça, parce que tout dans la délibération publique est appelé à se numériser. Les données servant à définir et à résoudre une question, et aussi les moyens de traiter et transformer ces données-là en connaissances et arguments, là, comme vient de le démontrer Jean-Noé Landry. Mais c'est aussi les acteurs eux-mêmes, les individus, les groupes et les organisations, nous-mêmes, nous nous informatisons, ainsi que nos rapports entre nous. De même que les manières, justement, par lesquelles la délibération publique est conduite. Et en plus, au bout de la ligne, l'objet même de la délibération s'informatise, c'est-à-dire les programmes, les services, les politiques publiques qui sont l'objet de discussion s'informatisent également. Je vais illustrer les deux derniers points par trois exemples de numérisation. Le premier serait une consultation sur un projet d'apaisement de la circulation automobile dans un quartier qui recourt à un outil de simulation partagé par tous les participants. À toute fin pratique, les citoyens emploient le même outil de simulation que les urbanistes et les spécialistes en circulation. Les citoyens sont donc à même de voir les effets de changement de direction d'une rue ou d'aménagement sur toute la circulation d'un secteur, puis ça selon l'heure, le jour, etc. L'outil, donc, permet aux citoyens de proposer et tester des propositions nouvelles tenant compte de situations qu'ils connaissent. Mais ce faisant, les citoyens se trouvent aussi directement confrontés aux inévitables arbitrages entre les besoins des habitants et des commerçants du secteur et les besoins des automobilistes, cyclistes, camionneurs et véhicules d'urgence de passage. Ainsi, le dispositif permet l'émergence de nouvelles propositions de solutions qu'on n'avait peut-être pas pensé dans les bureaux, mais il a aussi un caractère pédagogique pour le citoyen. Second exemple, c'est celui d'une consultation sur d'éventuelles modifications de règlements d'urbanisme pour la construction dans un quartier à l'aide d'outils de réalité augmentée, par exemple une tablette. Les citoyens peuvent donc visualiser les nouveaux volumes et apparences que les bâtiments pourraient prendre, les nouvelles perspectives qu'ils apercevraient à partir de différents angles et lieux, vérifier à quel point le soleil passe ou passe pas à telle heure du jour, etc. Puis en fait, les citoyens peuvent aussi voir ce que donnerait une modification de l'environnement. Puis non seulement faire ça, mais ils peuvent créer des propositions qu'ils peuvent partager avec d'autres citoyens. Puis ensuite vérifier à quel point une proposition ou une autre reçoit l'adhésion ou de l'opposition, puis pour quelle raison, ce qui permet à nouveau de relancer la discussion. Troisième exemple, ça porte sur les consultations publiques sur un service offert numériquement, c'est-à-dire ici les systèmes de dossiers patients électroniques. Cet exemple-là me permet, moi aussi à mon tour, là, de faire témoignage de ma propre expérience, dans ce cas-ci de 2 consultations publiques pour en tirer des leçons. Le premier cas, ça nous ramène au début des années 2000,
À Québec, des technocrates avaient vendu à 3 ministres de la Santé successifs l'idée d'une carte à puce à microprocesseur qui allait nous coûter au-delà d'1,5 milliard. Et le mémoire qui était déposé au Conseil des ministres prétendait qu'il n'existait qu'une seule alternative, ou bien le statu quo inacceptable des dossiers papier, ou bien la carte à puce, telle que proposée. Un avant-projet de loi de 43 pages pour le déploiement de la carte fut soumis à consultation publique. Mais les participants ne sont même pas arrivés à s'entendre sur c'était quoi l'objectif du projet en question. Est-ce que c'était un objectif médical? Est-ce que c'était administratif? Est-ce que c'était commercial? Même certains acteurs clés, vraiment là, des incontournables, se sont déclarés incapables de participer à la consultation. Et même la Commission des droits de la personne a dû déclarer incapable de se prononcer, ce qui était une première en 25 ans d'existence de cet organisme dont la mission même est justement de donner des avis sur des projets de loi ou de politique. Car cela, pourquoi? C'est parce qu'en réalité, le projet ne se trouvait pas dans les textes de consultation, mais bien dans le design même du dispositif informatique qui n'était pas documenté. Bref, nous n'avions pas, et c'est ce qu'on a vécu, les bonnes informations pour pouvoir débattre intelligemment. Et finalement, le projet de carte fut abandonné lorsque nous avons découvert qu'il n'y avait eu aucune étude de besoin des patients et des médecins, que la carte n'était utile que si le patient pouvait se déplacer, ce qui veut dire que donc seulement quand le patient n'est pas malade, et que le projet visait à relier des dossiers patients électroniques qui n'existaient pas encore. Le cas suivant, le second cas de consultation est encore plus troublant. Dans les années 2000, par la suite, s'est tenu plusieurs consultations publiques sur l'implantation d'un résumé électronique d'informations médicales, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Dossier Santé Québec ou Dossier Santé du Québec. Chaque fois, il y a eu consensus de tous les intervenants à maintenir le principe fondamental du consentement éclairé des patients à la communication de leurs renseignements médicaux à un autre professionnel ou à un autre établissement. Tous les députés, patients, professionnels de la santé, tout le monde était d'accord sur le maintien du principe. Sauf qu'une fois le dossier Santé Québec lancé, une fois le déploiement commencé, il a fallu se rendre compte que le dispositif tel que conçu ne permettait pas, et ce contrairement à bien d'autres systèmes patients existants, l'exercice du consentement du patient. D'où finalement l'adoption en juin 2012 du projet de loi 59 qui a aboli le consentement de patient lorsque des renseignements médicaux passent par la machine Dossier Santé Québec. C'était désormais tout ou rien, ou bien tous les professionnels et établissements de santé ont accès à tout le contenu du dossier Santé Québec, ou bien personne n'y a accès. C'est le choix qu'on vous laisse. Bref, le design du système adopté nous a imposé de renoncer à un principe fondamental qui nous faisait consensus. La première leçon à tirer est valable pour toutes les dimensions numérisables d'une consultation publique. Le code informatique fait loi, le design d'application fait loi. Et ils font loi beaucoup plus efficacement qu'un texte de politique ou de règlement, car justement, la machine, c'est la machine qui impose son design et qui exécute son code. La seconde leçon, c'est que si code et design font loi, bien là, ça pose la question de qui détient et qui partage le pouvoir de définition de plus en plus considérable sur les objets de délibération, sur les outils de délibération, sur les moyens des acteurs d'agir et de s'exprimer, sur la connaissance produite et sur les données des questions. Or, là, je peux peut-être vous dire quelque chose, là, la culture avance. Vous avez ici tous, pour la plupart, un avantage très grand, culturel très grand, sur les ministres de la Santé d'il y a 15 ans, à qui on pouvait faire croire que la seule solution possible proposée était celle proposée justement par les technocrates. La plupart d'entre vous avaient dans vos sacs à main ou dans vos poches une machine numérique
qui peut faire rouler au-delà d'1 million d'applications en catalogue, si c'est une machine de type Android ou Apple. Pour une même fonction, vous savez, vous pouvez vérifier qu'il peut exister des centaines de manières différentes de le faire, cette fonction-là. Vous disposez donc de la preuve matérielle de la troisième leçon, c'est-à-dire qu'il est possible de concevoir des objets et modes de délibération qui répondent aux besoins identifiés et aux contraintes réelles. Et donc, vous n'avez pas à soumettre les institutions et les populations à des contraintes arbitraires imposées par les machines. La quatrième leçon est le besoin de transparence en termes clairs et simples. Le problème avec nos machines numériques est qu'on ne voit pas ce qu'elles font vraiment et que leurs programmes sont encore écrits pour l'instant dans un langage qui n'est pas aisé à comprendre. C'est très loin du langage naturel. Ce fait exige que les dimensions numériques des délibérations publiques doivent être traduites en termes intelligibles par tous les participants. Ce qui me ramène aux machines de mes deux premiers exemples de consultation. Le cas du simulateur de circulation, ben c'est un piège. C'est bien, c'est une belle machine, mais c'est un piège, parce que c'est le piège de forcer les utilisateurs à penser comme les technocrates de l'urbanisme et de la circulation. En effet, il se peut très bien que la solution d'apaisement, comme ça s'est trouvé dans bien des villes, pourrait relever plutôt du service des loisirs et de la culture. Comme dans ces exemples-là, où la solution fut d'organiser une fête de quartier pour transformer un bout de rue en œuvre d'art public collectif, qui par la suite, bien, les automobilistes, bien, ils ralentissent quand ils passent. Si la machine à participation que vous adoptez empêche qu'une solution totalement inédite ou inattendue puisse s'exprimer, puisse être captée et puisse être discutée, bien, il faut considérer que votre machine est un obstacle au débat démocratique. Concrètement, ça veut dire que le simulateur que je démontrais, ça ne doit être qu'un outil au soutien de la délibération, et non pas le canal même par lequel la discussion publique se fait. La machine, ici, doit rester un moyen et non pas la fin de la participation. C'est important d'insister sur ce point, surtout que, bon, là, c'est pas pire, c'est assez sympathique, le hall là, mais on sait que dans le lobby, à l'entrée du temple démocratique, ça va se remplir de vendeurs de solutions, parfois toutes faites. Même chose pour l'exemple de la réalité augmentée. Bon, c'est ça, place à l'inédit. Bon, je vais sauter. Même chose pour l'usage de la réalité augmentée pour le règlement en construction. C'est une belle machine à consulter, mais elle n'est pas accessible à tout le monde. Beaucoup n'ont pas les capacités visuelles pour utiliser et l'écrire, et écrire, pour partager, ou encore ont la mobilité pour se rendre, pour l'expérimenter sur place. En outre, n'oublions pas, et ça c'est un fait fondamental, qu'actuellement 16% des Québécois sont analphabètes et que 33% éprouvent de grandes difficultés de lecture. C'est un adulte québécois sur 2. Or, bien conçus, justement, les outils numériques peuvent diminuer ou faire disparaître ces obstacles à la participation. Ils peuvent même élargir les populations susceptibles de participer. Par exemple, profiter des savoirs et expériences provenant du monde entier. Hein, il existe des plateformes de délibération, là, il y en a plusieurs, là, je peux citer celle de OpenIDEO, qui permettent à des intervenants du monde entier de trouver des solutions à des problèmes très locaux. En fait, pourquoi une municipalité ne pourrait pas profiter de l'expérience de centaines d'autres municipalités confrontées à des questions semblables à travers les continents? Un autre groupe d'acteurs importants, Louise Roy parlait des jeunes en haut de 18 ans. Moi, je vais vous parler des jeunes en bas de 18 ans. Un groupe d'acteurs important, les enfants. Ce sont nos enfants qui auront à vivre avec grand nombre de décisions structurantes que nous prendrons aujourd'hui. Or, il était clair qu'il était difficile d'intégrer les enfants dans les modes et rituels de délibération traditionnels. Mais ce n'est pas le cas des modes numériques,
qu'ils pourraient très facilement s'approprier, comme les exemples que j'ai donnés. En guise de conclusion, en démocratie, prudence et sagesse sont vertus. Prudence, car outre la préservation de la crédibilité des institutions démocratiques, l'objectif n'est pas de séduire le consommateur d'avant-garde pour qu'il entraîne tous les autres, là, mais bien plutôt de rejoindre tous les intéressés, y compris les plus en marge de l'ère numérique. Et sagesse, justement, en sachant tirer des leçons, des expériences et leçons de tous les essais qui vont se multiplier de plus en plus, ici, ailleurs et à travers la planète, là, on va pouvoir savoir avancer en matière de participation numérique. Merci.